Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, une émission consacrée à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire, dont vous retrouvez tous les épisodes sur le site parolehistoire.fr ainsi que sur la chaîne YouTube du podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Étienne Hanheim. Bonjour. Bonjour. Que les auditeurs du podcast connaissent bien. Vous êtes historien, directeur d'études de l'EHESS et vous avez co-publié un livre avec Paul Pasquali, également là. Bonjour. Bonjour. Qui est sociologue chargé de recherche au CNRS. Et ensemble, vous avez donc publié un livre à la jonction, justement, de l'histoire de l'art, de la sociologie. Un livre de sciences sociales que j'ai trouvé absolument remarquable, qui s'appelle Bourdieu et Panofsky, essais d'archéologie intellectuelle suivis de leur correspondance inédite, aux éditions de minuit, comme l'était le livre d'Erwin Panofsky, Architecture gothique et pensée scolastique, que Bourdieu avait traduit, publié en 1967. Donc là, il y a déjà un jeu d'emboîtement de votre livre en continuité pour éclairer celui qui avait été publié il y a plus de 50-60 ans maintenant. Alors je trouvais que c'était un livre virtuose, un livre, disons-le, peut-être un peu pour les happy few, c'est de l'histoire intellectuelle un peu de pointe, même si c'est des grandes figures des sciences humaines, c'est pas un livre très grand public, ça s'adresse vraiment aux gens qui intéressent ces questions de vie intellectuelle, de circulation des savoirs, de formulation des concepts, mais qui se lit, si on aime ça, si on aime ces sujets, un peu comme un roman policier, avec une série d'enquêtes, une série d'indices. Ça m'a fait penser à un Cluedo dont la question serait pas de savoir qui a tué le colonel Moutard dans la véranda, mais qui a créé l'habitus entre Merleau-Ponty, Panofsky, Bourdieu et comment ça s'est fait. Il y a plein de jeux d'indices comme ça et de découvertes, c'est vraiment passionnant à lire. Alors du coup, ma première question toute simple, c'est pour savoir qu'est-ce qui vous a amené sur la piste de cette correspondance inédite entre Pierre Bourdieu, le grand sociologue français, Erwin Panofsky, l'historien de l'art. Comment ça a commencé ce livre ? Alors ça a commencé par une rencontre qui était un peu liée au hasard et à l'intermédiaire de Jérôme Bourdieu, qui est un des trois fils de Pierre Bourdieu et qui s'occupe des archives de Bourdieu, qui sont aujourd'hui déposées à l'Humathèque de Condorcet. Et ça nous ramène... Condorcet, c'est le HESS et c'est le campus Condorcet qui est au nord de Paris. Absolument. L'Humathèque Condorcet, c'est le centre de documentation, à la fois bibliothèque, dépôt d'archives, centre de ressources, qui est au cœur de ce nouveau campus Condorcet, qui se situe juste un peu au nord de Paris et où sont aujourd'hui installées un certain nombre d'institutions de recherche, dont le HESS, mais aussi l'INED, l'École des Chartes et un certain nombre d'autres. Et aujourd'hui, les archives Bourdieu sont là, elles sont consultables depuis 2021. Elles n'ont pas toujours été situées là, elles ont mis assez longtemps à être organisées, triées. Et en fait, en 2017, j'avais été invité par deux collègues en parallèle à faire des présentations autour de Panofsky et de la question de l'architecture gothique. Et à ce moment-là, j'ai écrit à Jérôme Bourdieu pour lui demander si il y avait des archives sur la fabrication de ce livre et l'histoire de ce livre, puisque je savais que l'édition française avait été pilotée et que même le livre avait été traduit par Pierre Bourdieu. Et Jérôme Bourdieu m'a répondu, il y a justement un sociologue, Paul Pasquali, qui s'intéresse à cet aspect du fond. Paul Pasquali qui avait participé en fait au travail sur le fond Bourdieu et qui s'intéresse en particulier au sens commun, la collection, donc des éditions de minuit, et aux échanges et à la correspondance de Bourdieu avec un certain nombre d'auteurs du sens commun, dont Erwin Panofsky. Et donc à cette occasion, j'ai écrit à Paul Pasquali et puis on a commencé ce travail qui a mis ensuite quelques années à se mettre en place parce qu'on a commencé tous les deux à réfléchir autour de ce projet. On en a mené d'autres en collaboration l'un et l'autre puisque à cette époque je dirigeais les éditions de l'EHESS et que je souhaitais faire une collection de poche et je tenais à ce que le premier numéro de la collection de poche soit une réédition du métier de sociologue, qui est un texte qui a besoin d'un accompagnement critique et d'une lecture, et Paul avait accepté à l'époque de s'en charger, donc ça a été une grande entreprise, et aujourd'hui encore c'est un texte très très important avec cette longue introduction de Paul. Et puis on a fait d'autres choses ensemble, et après le Covid, on s'est remis au travail sur cette correspondance. On en a fait un séminaire devant des collègues, des étudiants, des anciens témoins de l'époque. Et puis de ce séminaire est né un livre accompagné par les éditions de minuit. Pour commencer, pour que tout le monde situe bien les choses, il faut dire que c'est un livre, Architecture gothique, pensée scolastique, qui est un livre important, qui est un livre, on peut dire, canonique pour les sciences humaines en français, parce que c'est l'édition française qui lui a donné finalement une place considérable, on va en parler. Est-ce que l'un et l'autre, vous l'aviez rencontré, lu avant, est-ce que vous vous souvenez de votre
rencontre avec cet ouvrage avant le chantier qui vous occupait tous les deux sur sa fabrication. Oui, en tout cas pour moi, du point de vue de la sociologie, c'est un texte qui compte, bien sûr, parce qu'il y a la postface très importante, qui est la première systématisation du concept d'habitus chez Bourdieu, qu'il avait déjà utilisé auparavant, mais dans un sens beaucoup moins formalisé. Et c'est aussi un texte qui compte parce qu'il pose un certain nombre de grandes questions, non seulement en termes d'histoire intellectuelle, mais aussi de méthode. Comment est-ce que on peut interpréter des homologies structurales entre, d'un côté, des architectes, de l'autre côté, des philosophes, des scolastiques, des penseurs, etc. Et au fond, on peut se la poser encore aujourd'hui, et elle s'est posée à différents moments dans la trajectoire même de Bourdieu, dans différents textes, en fait, que ce soit la distinction, les règles de l'art, Homo academicus. Et donc, tout sociologue, dans sa formation, croise de près ou de loin, bien sûr, le concept d'habitus, mais parfois le nom de Panofsky en tant que premier moment où Bourdieu va s'intéresser à cette question de l'habitus. Mais il y a une autre raison plus importante, en tout cas dans mon cas, qui a fait que je me suis intéressé à ce livre, c'est que c'est aussi un des premiers moments où Bourdieu, qui, il faut le rappeler, vient de la philosophie à la base, mais ensuite s'est formé à l'anthropologie, puis à la sociologie, a, pour ainsi dire, bifurqué, est allé voir ailleurs pour rapatrier ensuite vers sa nouvelle discipline, la sociologie, des outils théoriques, mais aussi un projet épistémologique qui s'est nourri d'autres disciplines encore. Donc c'est l'interdisciplinarité avant la lettre, avant que ça devienne véritablement un leitmotiv d'institution. Elle était mise en pratique et en tout cas, dans mon cas et dans le cas de ma génération, la question des rapports avec d'autres disciplines que la sociologie pour enrichir la sociologie a été une question centrale parce que c'est là qu'on naisse des hypothèses, disons, originales qui nous permettent de penser en retour des choses qui ne sont pas nécessairement pensables depuis notre discipline de formation. Étienne Hanheim, pour le médiéviste que vous êtes, le gothique, le scolastique, ça semblait un terrain familier. Vous l'avez rencontré aussi rapidement ? Alors, effectivement, moi, c'est un livre que j'ai lu quand j'étais étudiant et que j'ai utilisé très rapidement comme étudiant apprenti-chercheur, puisque j'ai fait ma maîtrise, l'équivalent du M1, en fait, dans les années 90, en 1994-95, sur la question de la relation entre la théorie musicale, les formes d'écriture musicale du XIVe siècle et la scolastique universitaire qui leur donne naissance. Et donc ce livre, je l'ai très rapidement en fait utilisé de manière très empirique dans mon travail de maîtrise. Et d'ailleurs, la boîte à outils qui permettait de penser les correspondances entre deux univers sociaux reliés par une même logique. Exactement, c'était un point de référence pour moi immédiat. Et d'ailleurs, dans le tout premier article que j'ai tiré de cette maîtrise en 1997, dans la première page, je cite le livre. Alors, un livre dont j'avais, comme un étudiant médiéviste apprenti, une compréhension assez superficielle et assez sommaire par rapport à ce que j'en pense aujourd'hui après avoir pu travailler dessus pendant des années. Mais voilà, c'était un livre, disons, relativement connu et identifié dans la bibliographie des médiévistes des années 90. Et d'ailleurs, à la fin de notre propre livre, alors qu'on réfléchit à la réception, je reprends quelques exemples, Alain Guéraud, Patrick Boucheron, ensuite des gens de ma génération comme Benoît Grévin, de médiévistes qui ont utilisé ce livre. Et puis après, ce livre, il a été quelque part dans ma bibliothèque comme un livre important pendant relativement longtemps, mais je l'ai moins sollicité pendant un certain nombre d'années et j'ai recommencé à m'y intéresser pour d'autres raisons, et entre autres parce qu'en histoire médiévale, il y a eu le grand travail de Dominique Yonnier-Prat sur la question de l'église bâtiment et de l'église institution qui m'y a fait penser, et Dominique est l'un des collègues qui m'avait sollicité pour venir présenter ce texte au moment où j'ai fait la connaissance de Paul. Donc j'avais une lecture plus médiéviste, je dirais, d'architecture gothique et pensée scolastique, et une partie de l'intérêt de notre collaboration, c'était de venir avec deux regards différents sur ce livre. Il faut dire au passage qu'un des éléments, je pense, importants de votre travail est de montrer qu'un livre n'est pas un objet unique et figé et que, en fait, le livre qu'on lit à 20 ans, c'est pas le même qu'on relit à 40 ans avec un bagage qui est différent. Et puis, le livre tel que Bourdieu le publie en français en 67, c'est pas les textes qu'avait composé Panofsky au moment où il les écrit. Donc, en fait, l'objet livre n'a pas la permanence de la cathédrale, justement, et bien que pourtant, il puisse y ressembler par son architecture. Donc, il y a quelque chose là vraiment de tout à fait saisissant. Alors, pour bien comprendre tout ça, peut-être disons un mot de qui est
Panofsky, qui est donc le plus âgé des deux protagonistes, l'auteur originel des textes que Bourdieu traduit, et qui est une figure. Le livre est publié en français en 67, un an avant la mort de Panofsky, donc c'est quelqu'un qui a toute sa carrière derrière lui et qui est déjà une immense carrière. C'est ça, en 1967, Panofsky, c'est peut-être l'historien de l'art le plus connu au monde, c'est-à-dire le plus lu, le plus discuté. Il a 74 ans, il est né en 1892 à Hanovre, dans une famille de la bourgeoisie intellectuelle juive allemande, et il commence ses études universitaires autour de 1910 en s'intéressant au droit, à la philosophie, à l'histoire de l'art, et opte finalement pour l'histoire de l'art, mais dans une formation très interdisciplinaire, ce qui est très important pour comprendre Panofsky. On est vraiment dans le monde des Kulturwissenschaften de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle allemand. Et il soutient une thèse sur Dürer en 1914, donc il s'intéresse à la peinture du début du 16e siècle à ce moment-là, et puis commence un certain nombre de publications. Il commence à s'intéresser au gothique dans ces années-là, et puis dans les années 20, devient professeur à Hambourg, où se trouve également Aby Warburg et son cercle. Donc en fait, Panofsky est vraiment, disons, dans les lieux qui sont la pointe avancée de l'histoire de l'art, la plus expérimentale et la plus innovante pour le début du XXe siècle. Et à ce moment-là, il écrit des livres qui sont devenus très célèbres, hein, Idéa en 1924, La perspective comme forme symbolique en 1927. Mais comme beaucoup d'universitaires juifs allemands, en fait, il fuit devant le nazisme, s'installe aux États-Unis et devient le grand professeur d'histoire de l'art de Princeton. Et il commence une deuxième carrière, une carrière états-unienne, qui correspond à une deuxième partie d'œuvre, c'est-à-dire qu'après avoir écrit en allemand pendant plusieurs décennies, il se met à écrire en anglais, et il va formaliser un certain nombre de travaux autour d'une notion qui va lui être accolée ensuite, et qui est la notion d'iconologie, pour laquelle il va être surtout connu et traduit dans l'après-guerre dans le monde entier. Donc en 1967, quand Panofsky est traduit en France, il est déjà extrêmement connu, mais il est extrêmement mal connu en France parce que ce sont les premières traductions. C'est-à-dire que ce livre, Architecture gothique et pensée scolastique, et au même moment le livre publié par les éditions Gallimard, qui s'appelle Essai d'iconologie, sont les deux premières traductions en français de Panofsky, et Panofsky meurt l'année suivante, donc on est vraiment sur la figure d'une trajectoire, disons, de quelqu'un qui est devenu une sommité, mais qui est en toute fin de carrière. Ouais, on pense aussi évidemment aux réceptions, traductions tardives d'Elias par exemple. Enfin, il y a un certain nombre de figures comme ça du monde germanique. Au passage, si Panofsky n'avait écrit qu'en allemand, Bourdieu n'aurait sans doute pas pu le traduire. Lui qui parlait très bien l'espagnol, pas mal l'anglais, mais l'allemand était plus lointain pour lui, semble-t-il. Oui, mais il avait des dispositions de boursier, de transfuge de classe, qui faisait qu'il était autodidacte aussi dans cette langue. On a retrouvé des traces dans sa correspondance où il est question d'apprendre l'allemand par la méthode Assimil alors qu'il est en Algérie. Et effectivement, sa langue de prédilection, c'est l'espagnol et le latin. Mais ça n'empêchait pas par ailleurs de lire les premières traductions de Panofsky en italien, en déchiffrant, en décryptant un certain nombre de mots depuis son espagnol. Alors justement, où en est symétriquement Bourdieu à ce moment-là? C'est quelqu'un de beaucoup plus jeune. C'est un sociologue qui commence à avoir des positions universitaires éditoriales importantes, dont cette collection dont on va parler aux éditions de Minuit. Alors, en 66, il a 36 ans. Il vient d'être élu quelque temps auparavant directeur d'études à la 6e section de l'école pratique des hautes études, qui est l'ancêtre de l'EHESS. Et il a à son actif déjà un certain nombre de grandes enquêtes qui ont été lancées, et surtout en 64, un ouvrage qui a fait grand bruit qui s'appelle Les Héritiers, qu'il a coécrit avec Jean-Claude Passeron, mais aussi Le Déracinement, qu'il a coécrit avec Abdelmalek Sayad. Donc des enquêtes, d'une part, faites en Algérie sur un certain nombre de thèmes qui comptent, et notamment travail et travailleurs en Algérie, en 63, avec un gros appareil statistique et une enquête de terrain. Et pour l'époque, c'était assez rare qu'on mêle les deux. Et en même temps, des premières enquêtes sur les étudiants en France, sur leur pratique culturelle, et déjà un intérêt pour l'art, ça c'est très important, qui va aboutir en 66-67 à deux ouvrages collectifs, Un art moyen sur la photographie amateur, et puis L'amour de l'art sur les musées. Si on s'arrête juste un instant sur cet aspect, il est très intéressant parce que vous montrez que c'est quelque chose qui en filigrane est présent tout au long de la trajectoire de Bourdieu, dont les derniers cours au Collège de France portent sur Manet, qui discutait avec des artistes, qui s'intéressait à l'art contemporain, qui pratiquait la photographie. Enfin voilà, c'est une des facettes, peut-être pas les plus visibles du sociologue, mais qui éclaire beaucoup son travail.
Alors oui, simplement il faut comprendre que le Bourdieu qu'on connaît aujourd'hui n'était pas déjà là au moment où il s'intéresse, au début où il s'intéresse à l'art. Il y a un Bourdieu d'avant Bourdieu qui est au cœur de ce livre, et donc même en dehors des Happy Few dont vous parliez, ça peut intéresser beaucoup de monde, puisque redécouvrir quelqu'un qui est si connu, au fond, c'est pas nécessairement l'entrée la plus courante. Et donc on a essayé de montrer ce Bourdieu en train de se faire, notamment en montrant ses premiers, cette appétence précoce pour l'art, pour les pratiques artistiques, donc je l'ai dit, les musées, la photographie, mais c'était le moment aussi où il se faisait comme éditeur. En 65, la collection est lancée, donc tous les travaux dont j'ai parlé, donc, que ce soit avec Jean-Claude Passeron, Les Héritiers, ou avec Abdelnaïk Sayad, sont des travaux qui sont sortis chez Minuit, mais pas dans cette collection. Donc Panofsky, c'est vraiment la première fois où il va faire œuvre d'éditeur avec un auteur étranger. Et il va le traduire lui-même. Et c'est aussi une manière d'utiliser la question de l'art et de l'histoire de l'art comme une sorte de marque de fabrique de cette nouvelle collection, c'est-à-dire un mélange des disciplines, un mélange des genres heuristiques qui permet justement de faire dialoguer sa propre passion de chercheur liée à l'art et de l'histoire de l'art qui à l'époque est une discipline en voie d'autonomisation. Mais en effet, le Bourdieu qu'on connaît mieux, celui disons des années 80-90, celui qui s'intéresse à Manet, celui qui écrit les règles de l'art, qui s'intéresse à Flaubert, est un Bourdieu qui met l'art au premier plan, et donc on a l'impression que c'est un intérêt tardif et que Bourdieu au fond était avant tout un sociologue de l'éducation, de la théorie de la reproduction, d'un certain nombre d'autres objets, la paysannerie dans le Béarn, l'Algérie, etc. Alors qu'en fait, on peut trouver dans l'art un fil rouge dès le départ, voire même une matrice de certains questionnements, puisque après tout, c'est avec cette postface qu'il va systématiser le concept d'habitus, et donc c'est bien qu'il se posait des questions autour des conditions sociales, des catégories de perception esthétique, qu'il en vient à penser aussi l'habitus, et pas seulement sur les rapports à l'avenir et à l'économie des paysans kabyles. Alors à ce stade de la discussion, il faut dissiper un possible malentendu qui est que vous ne faites pas une histoire intellectuelle purement de concepts qui circulent et de gens qui se lisent et qui s'influencent les uns les autres. C'est aussi une histoire matérielle des pratiques intellectuelles qui me paraît très importante, en particulier du point de vue éditorial, en montrant que les éditions de Minuit, elles ont un fonctionnement, elles donnent beaucoup de liberté à Bourdieu, mais Bourdieu il apporte aussi pas mal de capitaux dans tous les sens du terme, parce qu'il a aussi plein de sociologues qui peuvent un petit peu fournir du travail et être un peu les petites mains qui vont aider à fabriquer tout ça. Et peut-être il faut situer aussi dans le paysage éditorial Minuit, qui est très important à cette époque. C'est l'éditeur du Nouveau Roman, c'est un éditeur anticolonialiste issu de la Résistance. Ça a une place tout à fait considérable dans le paysage intellectuel français de l'après-Deuxième Guerre mondiale. Étienne Hannem. Effectivement, c'est un moment clé dans l'histoire de l'édition qu'on essaye de restituer. Et notre livre est vraiment un livre aussi d'histoire sociale et d'histoire matérielle de l'édition. On peut le lire comme ça. On a commencé à présenter des grandes figures comme Panofsky et Bourdieu, mais c'est un récit qui propose une sorte de micro-histoire des acteurs et des actrices qui ont été embarqués dans cette affaire de traduction. C'est-à-dire qu'on a deux grandes figures, mais autour d'eux, des tas de gens qui travaillent, qui participent à cette entreprise et dont on a essayé de restituer les rouages. Alors, aux éditions de Minuit, effectivement, il y a la figure tutélaire de Jérôme Lindon, qui est devenu, dans l'immédiate après-guerre, le patron des éditions de Minuit, qui avait été fondé par Vercors et Lescure pendant la Seconde Guerre mondiale. Et Jérôme Lindon, ça a été d'abord l'inventeur et le promoteur du Nouveau Roman et de Samuel Beckett, c'est-à-dire que dans les années 1950, les éditions de Minuit sont d'abord un éditeur de romans et de littérature et de théâtre. Et puis, après, c'est l'aventure de la guerre d'Algérie. Et donc, les éditions de Minuit acquièrent une nouvelle aura qui est une aura politique. Commencent à publier des documents, des témoignages, et deviennent une maison qui, je dirais, est à la proue, à l'avant-garde de l'innovation intellectuelle et esthétique française. Et c'est dans ce contexte... La revue Critique qui jouait déjà, qui était un des maillons de cette chaîne. Avec la revue Critique, qui est la grande revue des éditions de Minuit, que Minuit accueille à partir de 1950, et qui est l'un des lieux
où la pensée française, et même la pensée internationale, mais on est dans le Paris des années 50, un des carrefours de la pensée internationale, la revue critique est un lieu extrêmement important de développement de cette histoire, et d'autant plus important pour notre histoire qui fait une sorte de boucle à cet endroit-là, que quand Bourdieu écrit à Louis Grodecki, historien de l'art, strasbourgeois, médiéviste, ami de Panofsky pour lui demander son aide, il lui dit qu'il a découvert Panofsky grâce à un article de Louis Grodecki publié dans la revue critique. Donc il y a toute cette histoire de Minuit, et au fond, Bourdieu et Lindon se sont bien trouvés, en quelque sorte, pour ajouter à Minuit un volet qui est le volet des sciences humaines et sociales. Et donc, lorsque Bourdieu développe la collection Le Sens commun, il l'adosse sur Minuit. Et donc, il adosse sur toute une économie que Bourdieu apprend en même temps qu'il fait ce livre. Et ça, on essaie de le raconter aussi, c'est-à-dire comment Bourdieu apprend à devenir éditeur, qui est un vrai métier complexe, avec une matérialité, des étapes. Nous, on parle des épreuves, on parle de la fabrication, on parle de tous les gens qui travaillent dans la composition d'un livre, des allers-retours. Et ce métier-là, Bourdieu l'apprend à cette occasion, et puis Le Sens commun devient jusqu'en 1991 une collection de références en sciences humaines, mais Bourdieu va lancer bien d'autres aventures éditoriales. Après Minuit, ce sera Le Seuil, et puis surtout, à partir de 1975, la revue Actes de la recherche en sciences sociales. Donc, toute cette histoire, si vous voulez, on essaie de la saisir sur quelques mois des années 1966-67, mais on essaie de la déplier aussi dans la très longue durée, dans la matérialité, dans, au fond, une histoire concrète de l'abstraction. Oui, avec y compris des éléments commerciaux tout à fait significatifs. Au passage, histoire concrète de l'abstraction, c'est une expression de Jean-Claude Perrault, si je ne me trompe pas, qui est une très belle manière de qualifier ce type de travail. Des dimensions très concrètes qui sont aussi une course de vitesse pour publier Panofsky entre Bourdieu et puis un autre grand éditeur de sciences sociales qui vient de mourir, qui est Pierre Nora, qui, chez Gallimard à l'époque, a exactement les mêmes buts, le même projet. Et on voit que, alors il y a un petit livre d'un côté, un très gros livre de l'autre, c'est pas non plus la même surface éditoriale, les deux maisons, mais on voit que voilà, il y a un peu une course de vitesse pour que ça sorte vite et qu'on ne soit pas doublé au poteau par l'éditeur concurrent. Oui, on insiste beaucoup sur cette course de vitesse. Les deux collections se créent à peu près au même moment. Donc Bourdieu crée Le Sens commun en 65, Pierre Nora crée la Bibliothèque des sciences humaines en 66, et c'est en 67 et en même temps que paraissent les deux ouvrages, Architecture gothique et pensée scolastique d'une part chez Minuit, les essais d'iconologie d'autre part chez Gallimard, et puis 2 ans après, il y aura aussi l'œuvre d'art et ses significations qui paraîtra également chez Gallimard avec une traduction à nouveau de Bernard Tessèdre. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que en amont de cette course de vitesse, il y a une génération intellectuelle à laquelle appartiennent aussi bien Bourdieu, Nora, Tessèdre et d'autres encore, qui est intéressée, voire fascinée par le genre d'histoire de l'art et d'histoire de l'art à fort contenu philosophique que peut pratiquer Panofsky. Et derrière Panofsky, c'est aussi toute une tradition de pensée néo-kantienne, Cassirer, etc. Et donc, c'est un auteur dont on parle beaucoup, mais qui est en grande partie, sinon totalement inédit en français, et qui peut apparaître, en tout cas pour, l'approche iconologique, mais aussi les homologies dont il est question dans le livre sur l'architecture gothique, comme une sorte de structuraliste en puissance. C'est le cas quand Foucault en parle, c'est le cas quand Lévi-Strauss en parle, parce que cette idée d'homologie, cette approche-là, même si à aucun moment Panofsky lui-même se serait rattaché au structuralisme, elle tombe en France, elle arrive, elle émerge au moment de l'apogée des débats autour du structuralisme. Et ce qui est génial, c'est que c'est une sorte de structuralisme, on peut l'appeler comme ça, sans devoir se mettre sous la coupe des structuralistes, c'est-à-dire on peut brandir Panofsky comme un atout intellectuel structuraliste sans devoir faire allégeance en quelque sorte à Lévi-Strauss ou à d'autres. Et tout est là. C'est-à-dire qu'il y a une manière de capter un intérêt d'un certain nombre d'auteurs structuralistes pour une approche nouvelle comme l'iconologie ou comme les homologies structurales dont il est question dans l'architecture gothique et pensée scolastique. Et en même temps, et c'est tout le sens de la démarche de Bourdieu et de sa postface,
crée un écart qui est évidemment subtil, mais qui est distinctif, puisqu'il essaie de capitaliser les acquis de l'approche structurale qui ont été exposés dans un certain nombre d'ouvrages, notamment ceux de Lévi-Strauss, puisqu'il est passé par l'anthropologie, et donc il est conscient d'un certain nombre d'avancées qui sont liées à cette approche structurale des années 50-60, et en même temps, il voit assez vite les limites d'une approche trop mécaniste, on va dire, qui peut exister dans le structuralisme, y compris dans le structuralisme lévi-straussien, et la référence à Benveniste, à la linguistique structurale de Benveniste dans la postface, vise justement à créer cet écart, de même que l'idée d'habitus est une manière de remettre du jeu dans la règle. Et simplement, ce qu'il faut éviter de faire, c'est une lecture, disons, téléologique, c'est que créer l'écart, c'est pas nécessairement faire rupture. Or, Bourdieu, et c'est ce qu'on montre aussi dans notre ouvrage, a eu tendance par la suite à renforcer, à durcir en fait l'opération critique qu'il met en œuvre dans sa postface vis-à-vis du structuralisme, en insistant beaucoup sur la différence avec les versions mécanistes du structuralisme, mais sans nécessairement revenir sur tous les apports et tous les liens qu'il existait entre son approche et celle au moins de Lévi-Strauss, sinon d'un certain nombre d'auteurs qu'on a rattachés au structuralisme. Alors du coup, il faut en venir au texte lui-même de Panofsky. Je dis au texte en fait au pluriel, parce que c'est deux textes dont Bourdieu va faire l'injonction, on va en parler, pour dire un petit peu ce qu'il y a dedans et comment ils sont parus en anglais et qu'est-ce qui fait que Bourdieu y a vu des choses intéressantes. Alors moi, j'ai appris en vous lisant que en fait, Panofsky n'était pas du tout le premier à avoir fait le rapprochement entre les philosophes auteurs des grandes sommes magnifiquement architecturées du Moyen-Âge en questions, réponses, disputations, etc., que sont Thomas d'Aquin, Albert le Grand, etc., et puis les cathédrales gothiques qui sont construites un petit peu avant et au même moment, qu'en fait c'est une question qui est un peu lancinante dans l'histoire de l'art médiéval et dans l'histoire des idées, cette idée que les cathédrales et les sommes théologiques se ressemblent, mais Panofsky apporte lui aussi un décalage, un écart, en disant oui, elles se ressemblent, mais pas pour n'importe quelle raison, Étienne Anaïm. Ça, en fait, c'est souvent un malentendu autour d'architecture et gothique et pensée scolastique que de penser que c'est Panofsky qui a inventé ce problème. Et au fond, ça, c'est aussi la marque de la réussite de l'opération de Panofsky et de Bourdieu, c'est-à-dire que c'est devenu un texte tellement classique qu'on s'y réfère comme si il avait imaginé cette question. Une ressemblance mise en évidence par Erwin Panofsky. Exactement, alors que ça n'est pas du tout le cas. Ça n'est pas du tout le cas, et quand Panofsky écrit ce texte en anglais, Gothic Architecture and Scholasticism, il s'appelle en anglais, c'est une conférence publique qu'il prononce en 1948 et qui est publiée en 1951. Et c'est une conférence dans les Wimmer Lectures à destination de l'abbaye et de l'université de Saint-Vincent de Latrobe, c'est-à-dire la très grande abbaye bénédictine nord-américaine. Donc au fond, c'est quelque chose qui ressortit du genre de la conférence publique. Il prend un argument et il le travaille. Ça n'est pas une publication dans une revue scientifique, c'est pas non plus un livre sur lequel il a travaillé pendant plusieurs années. Panofsky revient sur un problème qui est effectivement un vieux problème dans le sens où dès le début du 19e siècle et durant tout le 19e et le premier 20e siècle, on rencontre des penseurs du côté de l'histoire de l'art, du côté de la sociologie, et on en cite quelques-uns, comme Jacob Burckhardt, comme Max Weber, comme Norbert Elias, qui se posent cette question de la parenté formelle entre la pensée médiévale scolastique et les cathédrales. Et finalement, cette idée, Panofsky s'y affronte à son tour en essayant de résoudre le problème d'une manière qui ne soit pas purement formelle. C'est-à-dire au-delà d'un rapprochement en disant ça se ressemble. Alors oui, qu'est-ce que ça veut dire, ça se ressemble? Ça veut dire que dans les deux cas, on a affaire à des espaces intellectuels ou des espaces architecturaux très découpés qui mettent en valeur un certain nombre de critères esthétiques. Mais Panofsky va au-delà et essaye de montrer que cette ressemblance, elle a en fait un fondement qui est un fondement à la fois sociologique et intellectuel. Et que ce fondement, c'est celui d'un milieu social, le monde de l'Île-de-France des XIIe et XIIIe siècles, dans lequel un certain nombre d'architectes et de théologiens se côtoient dans l'univers des écoles cathédrales et puis des universités, et que ce fondement sociologique fournit des outils intellectuels, fournit une manière de penser. Et en fait, c'est ce que Panofsky en anglais appelle des mental habits, des habitudes mentales, pourrait-on dire. Et c'est là que Bourdieu va glisser la discussion sur l'habitus.
Et Panofsky esquisse en fait, en quelque sorte, une résolution d'une vieille question. Et c'est ça qui intéresse Bourdieu. C'est-à-dire que ce qui intéresse Bourdieu, c'est que Panofsky ne va pas simplement produire un discours purement analogique, mais va tenter d'en explorer les fondements socio-historiques. Et Bourdieu va reprendre ces fondements et va les généraliser, parce qu'au fond, ce texte va venir nourrir une sociologie de la culture, mais même une sociologie générale, on pourrait dire, qui est au fond le projet intellectuel de Bourdieu dans les années 1960. Alors, à ce texte, Architecture gothique et pensée scolastique, il adjoint un autre texte, qui est un texte qui porte sur l'abbé Sugère et l'abbaye Saint-Denis, qui est souvent considéré comme le prototype du gothique. Donc là, on est dans la première moitié du XIIe siècle. Et au fond, ces deux textes, Bourdieu les rapproche, les fusionne quasiment pour faire un seul ouvrage, alors que le texte sur Sugère avait été publié dans un contexte éditorial tout à fait différent. Cette fois-ci, c'est pas une conférence, c'est une introduction. L'introduction à l'œuvre latine et à sa traduction en anglais de Sugère. Et donc, on a un petit texte d'introduction, un petit texte de conférence, et ces deux textes vont se rassembler, vont être annotés par Bourdieu, vont être retravaillés, et puis surtout vont faire l'objet de cette fameuse postface. Et ça va produire un livre tout à fait nouveau en français, en fait, un livre qui n'existe pas. Au fond, Bourdieu et Panofsky, parce que Panofsky collabore dans sa correspondance, Bourdieu et Panofsky réinventent en quelque sorte un livre qui n'existe pas. Et c'est là que le terme d'archéologie que vous employez en sous-titre de votre livre est intéressant, parce qu'effectivement, ça correspond à cette idée de dégager des strates de réalisation, de formalisation du nouveau livre par rapport aux textes initiaux, des étapes de collaboration, des étapes d'intervention de Bourdieu. Par exemple, Bourdieu ajoute des intertitres dans un texte de Panofsky qui n'en avait pas, donc il se fait quand même aussi le porte-parole ou l'exégète de Panofsky en interprétant sa pensée pour donner ses titres. Et vous l'avez dit, Tina, avec la collaboration finalement de plus en plus active de Panofsky, qui comprend au fur et à mesure de la correspondance. Au départ, il se dit bon bah chouette, je vais être publié en français, je suis francophone, c'est une manière pour moi de rayonner. Mais il finit par comprendre que c'est peut-être l'instrument par lequel il va pouvoir faire passer un certain nombre de réponses à ses critiques. Donc finalement, chacun utilise l'autre. Bourdieu utilise Panofsky pour construire sa propre pensée, et Panofsky utilise Bourdieu pour consolider son œuvre et répondre à des critiques qui lui avaient été faites. Et oui, c'est le cas de beaucoup de traductions au fond d'auteurs étrangers dont on n'a pas conscience. C'est-à-dire qu'il y a des enjeux qui ne sont pas écrits ni dans les livres, ni dans les notes de bas de page, ni dans les postfaces, les préfaces. Et là, l'avantage de disposer des traces matérielles de la fabrique de cet ouvrage, c'est qu'on peut restituer ce genre d'enjeux. On peut voir à la fois un Panofsky très content de voir réhabiliter 15 ou 20 ans après un livre qui avait pas, enfin des textes pardon, qui n'avaient pas forcément été bien reçus, notamment celui sur l'architecture gothique dans l'espace anglophone ou germanophone, et tout à coup un sociologue français, j'ai envie de dire sorti de nulle part, puisqu'il était encore, en tout cas pour Panofsky, un inconnu en tant que sociologue, se propose non seulement de le traduire, mais de l'éditer, donc voilà, et aussi de se faire, je dirais, peut-être pas l'exégète, mais en tout cas un commentaire circonstancié, approfondi d'un travail, et d'actualiser entre guillemets le sens latent. Il parle de manifester le sens latent dans une de ses lettres, Bourdieu, des textes de Panofsky, pour le rattacher à un certain nombre de principes à la fois méthodologiques, épistémologiques. On est 1 ou 2 ans avant le métier de sociologue, autre ouvrage emblématique que Bourdieu écrit avec Passeron et Chambordon en 68. Et il y a donc un usage de Panofsky comme une sorte de modèle. Et en même temps, on voit bien que cette archéologie qu'on propose consiste à montrer les traces effacer les traces de l'intervention éditoriale de Bourdieu en tant qu'éditeur, en tant que traducteur. C'est une époque aussi où les traducteurs professionnels étaient beaucoup moins fréquemment sollicités. Il y avait beaucoup plus d'universitaires ou d'enseignants en général qui faisaient eux-mêmes les traductions. C'était aussi une époque où la traduction, disons, interprétative était plus souvent visible, en tout cas utilisée pour faire naître des auteurs étrangers dans l'espace francophone. Et j'ajouterais que parmi ces couches successives que cette archéologie vise à mettre au jour, il y a des choses qui dépassent aussi la conscience que les intéressés, les auteurs, avaient de ce qui se passait. C'est-à-dire que, bien sûr, que Panofsky pouvait se dire qu'il réhabilitait quelque part son texte à travers l'opération éditoriale de Bourdieu, de même que Bourdieu savait
qu'en faisant ça, il lançait sa collection, il systématisait le concept d'habitus, etc. Mais il y avait aussi des choses qui pouvaient dépasser en fait les intentions de l'un et de l'autre. Et en l'occurrence, il y avait tout un ensemble de réflexions très anciennes en fait sur le gothique, mais aussi sur l'histoire des catégories de perception et la manière dont elle s'insère dans l'étude des sociétés humaines, pour le dire vite. Et ça, c'est la tradition durkheimienne. Et donc, ça n'est pas écrit comme ça, ni avancé par Bourdieu dans sa postface, mais on voit bien qu'à un moment où il est question de Mosse et Durkheim, on voit bien qu'il le rattache à ce programme-là et qu'il y a une manière, en fait, de lire dans le texte de Panofsky des préoccupations qui sont les siennes au même moment et qui permettent de capitaliser, au fond, une décennie de travaux et de réflexions comme une étape aussi dans son parcours. C'est-à-dire qu'il ne faut pas voir ce livre uniquement en tant que tel, mais comme un moment charnière entre ce qu'il avait pu faire avant, Bourdieu, et ce qu'il va faire ensuite. Du point de vue très pratique de la traduction, c'est un peu un tour de force quand même. C'est la seule qu'il fait dans sa vie. C'est fait quand même assez rapidement. Tout le processus prend à peine 5 mois pour faire un livre. Les gens qui savent ce dont il ressort mesurent ce que c'est pour un livre comme celui-là, avec tout l'appareil critique qu'il apporte. Il n'a pas choisi le truc le plus facile à traduire quand même. Entre les arcs-boutants, les voussures, il y a tout un vocabulaire technique de l'architecture dont il fallait quand même arriver à se démêler. Et puis, il se fait aider aussi. Et puis, il fait aussi des choix de traducteurs. Et ça, vous le relevez, qui sont très intéressants parce que systématiquement, il prend un propos de Panofsky qui était une conférence un peu idiosyncratique avec des formulations personnelles, subjectives, et il va leur donner un côté hard, théorique, carré. Il va parler des données, il va parler, il va transformer le propos de Panofsky en lui donnant une armature qui est tous ceux qui ont lu Bourdieu ou celles qui ont lu Bourdieu savent que c'est un style qui est lui aussi d'une architecture extrêmement carrée, géométrique, sans fioriture. C'est ce type de style-là vers lequel tend sa traduction. Oui, on a eu la chance en fait de pouvoir entrer dans le détail de la traduction, puisque vous avez raison de dire que c'est quelque chose de très isolé. Enfin, Bourdieu avait fait une traduction dans son diplôme d'études supérieures, qui était là aussi à peu près l'équivalent du master, et qui était la traduction d'un texte latin de Leibniz. C'est son expérience de traduction, à part une expérience scolaire. Et là, il s'attaque à un texte qui est écrit dans un anglais relativement simple et relativement fluide, parce que Panofsky écrit dans un anglais beaucoup plus facile que son allemand, qui est un allemand plus philosophique et plus complexe, mais qui reste un texte avec un vocabulaire technique. Et d'ailleurs, dans cette correspondance qu'on étudie, on ne voit pas la confrontation d'un grand système sociologique bourdieusien face à l'iconologie panofskienne. On voit deux universitaires qui discutent une traduction, des droits, des intertitres. Et en particulier, Bourdieu soumet à Panofsky un certain nombre de questions techniques de traduction. Puis il y en a d'autres qui prend à son compte. Et c'est tout à fait ça, c'est-à-dire que Bourdieu va légèrement surtraduire du point de vue théorique le texte de Panofsky. Il ne va pas le trahir. Oui, c'est pas, il ne le dénature pas. Voilà, c'est pas, on n'est pas du tout dans l'ordre du contresens, on est dans l'ordre d'un choix extrêmement délibéré que Panofsky valide d'ailleurs, mais qui aura ensuite l'occasion d'être critiqué par un certain nombre de lecteurs, et en particulier de lecteurs historiens d'art. André Chastel critique cette traduction de façon assez forte, et puis Roland Recht remarque également que la traduction est discutable. De fait, disons que Bourdieu installe Panofsky dans la langue des sciences sociales françaises des années 60, et donc lui donne un caractère un peu plus théorique en gommant en même temps certaines expressions subjectives. Mais Panofsky, ça lui convient très bien. C'est-à-dire que le texte de Panofsky, on l'a dit, avait été attaqué, critiqué assez durement parfois. Et au fond, Panofsky voit dans l'opération de Bourdieu une deuxième chance pour son livre, et voit en plus non seulement le livre remis en circulation dans un milieu intellectuel français qui est à l'époque extrêmement prestigieux, mais voit aussi à travers la traduction et la postface de Bourdieu l'occasion de défendre, d'armer conceptuellement un peu davantage un texte que Panofsky avait quand même écrit, disons, c'était quand même un texte de circonstance, une question qui l'intéressait depuis longtemps, mais qu'il a utilisée pour cette conférence. Et donc la traduction mérite d'être regardée dans le détail, parce qu'on voit que Bourdieu est obligé de s'approprier cette langue technique de l'histoire de l'art médiéval, et vous avez raison de dire que c'est un tour de force dans le temps disponible.
mais que cette technicité, elle entre dans un projet qui, là encore, est un projet extrêmement général en termes de sciences sociales. Et ce qui est intéressant, c'est que cette traduction, elle ne se fait pas que entre Bourdieu et Panofsky, et qu'on arrive, grâce aux archives, à élargir, il y a d'autres archives que les archives Bourdieu, à élargir un peu, disons, le cadrage et à se rendre compte que Louis Grodecki est mobilisé. Louis Grodecki, qui était l'introducteur et un ami même de Panofsky, est consulté un peu au dernier moment par Bourdieu pour contrôler la traduction, pour vérifier s'il n'y a pas d'erreur. Et il se trouve qu'on revient à la course de vitesse dont on parlait tout à l'heure. Louis Grodecki, consulté un peu tard, lui-même pris dans 1001 obligations, répond en retard en fait à Bourdieu. Il y a aussi, on revient sur ça dans le livre, d'un retard dû à un problème avec la poste. Bref, un certain nombre de corrections arrivent après le départ chez l'imprimeur. Beaucoup même, les trois quarts des corrections, c'est complètement à l'arrache et il se retrouve à devoir publier un truc qui n'est pas finalisé, quoi. Mais sauf qu'aujourd'hui, on ne peut pas trop s'en rendre compte puisqu'il y a une nouvelle édition qui sera faite en 70 et que cette nouvelle édition tiendra compte des retours de Grodecki. Une nouvelle édition, et vous le montrez que Jérôme Lindon ne voulait pas parce que c'était trop cher et que l'imprimeur en plus original n'était pas là, il fallait tout recomposer et dire en gros, on veut bien refaire une nouvelle édition, mais il faut que ce soit Bourdieu qui paye. Voilà, et donc du coup, ce qui est intéressant, c'est de voir que, encore une fois, l'histoire matérielle, la plus matérielle et prosaïque possible, vient percuter de plein fouet l'histoire des textes et des idées dont nous sommes finalement des consommateurs, des héritiers bien inconscients. Et donc c'est une manière aussi de dire attention aux lecteurs et aux lectrices. Les textes que vous avez entre les mains ont une histoire, ils ont peut-être même eu plusieurs histoires dans ce cas-là. Et donc il faut être vigilant par rapport à l'ensemble des interventions qui ont pu avoir lieu, c'est le cas de n'importe quel livre, des éditeurs, des traducteurs, des postfaciers, des préfaciers. Et au fond, le fait que Bourdieu certes traduisent mental habits par habitude mentale, donc il ne va pas introduire l'habitus dans le texte lui-même, il va le faire dans sa postface, mais on remarque que d'une part Bourdieu attribue le terme d'habitus dans sa postface à Panofsky en disant pour employer le langage qu'utilise Panofsky, ce qui n'est pas le cas, mais surtout qu'il utilise l'index, qui est une autre manière de construire du sens dans un ouvrage en tant qu'éditeur. Il utilise le terme d'habitus, y compris pour des passages concernant les textes de Panofsky, comme si il a posé sur ces multiples couches de sens, le texte numéro 1, le texte numéro 2, les découpages en chapitres, etc., sa propre couche de sens à lui en tant qu'éditeur fabricant d'index. Je signale au passage, pour les gens que ça intéresse, qu'il y a une très jolie histoire des index qui a été écrite en anglais par Dennis Duncan, Index, A History of the Index, voilà, qui est un livre vraiment génial, qui revient sur énormément de moments, énormément de manières de faire, et qui permet de comprendre pourquoi les index thématiques sont si rares dans l'édition française et si présents dans l'édition anglophone. Alors, vous avez cité cet habitus qui est aussi un serpent de mer, parce que c'est fascinant de voir que c'est un terme latin qu'on trouve chez Thomas d'Aquin, et qu'en fait, savoir qui, philosophiquement et sociologiquement, a créé l'habitus, c'est une question pratiquement insoluble, tant ça a circulé, rebondi, repris, formalisé par Bourdieu, mais en passant, et je pense que je ne sais même pas si on peut le faire ici au micro, mais en passant par énormément d'appropriations entre Marcel Mauss, Étienne Gilson, Panofsky et encore bien d'autres, que c'est voilà, la force de Bourdieu, c'est de lui avoir trouvé un lieu, finalement, à une formulation en quelque sorte définitive, mais en se saisissant d'un terme qui avait eu plein d'incarnations antérieures dans plein de champs et de domaines différents. Oui, c'est ce qu'on essaie de montrer. Et on essaie de montrer surtout qu'au fond, la quête des origines est un peu vaine. C'est-à-dire que l'objectif n'est pas de savoir qui a inventé l'habitus, mais de montrer plutôt que les mots sont aussi des choses et des objets sociaux dont on peut se servir. Donc effectivement, l'habitus arrive sous cette forme latine au XIIe, XIIIe siècle dans les traductions d'Aristote. C'est le terme latin qui traduit exis chez Aristote. Et il est très vite marqué par le commentaire de Thomas d'Aquin, qui est grand commentateur d'Aristote dans la deuxième moitié du XIIIe siècle. Et donc, le terme habitus chemine à partir de là dans toute la philosophie et puis ensuite dans toutes les sciences sociales occidentales. C'est-à-dire dès lors qu'on cherche à voir l'habitus, on le retrouve dans beaucoup d'endroits et on le retrouve chez Max Weber, on le retrouve dans la phénoménologie.
Et ensuite, il y a quelques auteurs qui vont donner à ce concept un sens un peu plus particulier. Alors, par exemple, en sociologie, l'emploi par Marcel Mauss dans son article sur les techniques du corps marque un peu davantage parce que le terme d'habitus, à ce moment-là, décrit au fond une manière d'être qui est essentiellement corporelle, c'est-à-dire qu'il y a c'est ce qui est incorporé du social chez Mauss. Et Bourdieu hérite de toutes ces notions. C'était un concept qu'il connaissait très bien. Et puis ce concept est aussi là, sous-jacent, dans le livre de Panofsky. Alors il est là sous-jacent, mais en fait il est là à travers une référence dont on montre qu'elle-même est une référence fausse en fait à la somme de théologie de Thomas d'Aquin. Donc vous voyez, c'est une sorte d'origine qui échappe sans cesse. Et Bourdieu va s'approprier ce terme pour le redéfinir dans un sens singulier et original. Et nous, c'est ça qui nous intéresse. C'est-à-dire, ce qui nous intéresse, c'est pas de dire ah mais en fait c'est X qui l'a inventé ou en fait ça veut dire telle chose. Ce qui nous intéresse, c'est de montrer comment dans les années 60, Bourdieu va réutiliser une série d'usages de la notion d'habitus pour en transformer assez profondément le sens sociologique, puisque chez Bourdieu, l'habitus n'a pas seulement le sens d'incorporation qu'il a chez Mauss, mais prend un sens d'intériorisation, c'est-à-dire qu'au fond, l'habitus, ça devient en quelque sorte l'interface entre le monde social et l'individu. C'est ce qui permet de réguler et d'expliquer les formes d'action qui ont été intériorisées et qu'on continue à mettre en œuvre sans même être obligé d'en être conscient. C'est une théorie qui critique à la fois le sujet pleinement conscient, sûr de lui et rationnel, et qui critique l'idée d'un pur déterminisme où, au fond, on ferait tous tout le temps la même chose pour des raisons de pression sociale. Et au fond, cette idée, cette mise en forme, il arrive à la porter à sa première maturité. Ensuite, Bourdieu va beaucoup retravailler sur la notion et va effacer ses origines panofskiennes, aristotéliciennes, pour en faire son concept signature, dirait mon ami Paul Pasquali. Mais dans un premier temps, ce que Bourdieu opère finalement avec l'habitus, c'est une sorte de redéfinition qui lui permet de se situer à la croisée de toute une série de questions théoriques et de leur donner une sorte de solution abstraite, mais qui va pouvoir se décliner dans toute une série d'enquêtes empiriques ou d'enquêtes historiques. On a cité beaucoup de noms, j'aimerais en citer un de plus lu grâce à vous, c'est le nom de Robert Maréchal, qui est un historien médiéviste, et vous avez trouvé une lettre que je trouvais absolument extraordinaire dans le fond Bourdieu, parce que Maréchal a écrit un texte où il est déjà un peu sur ces voies que vous venez de dessiner de l'habitus comme principe d'action incorporé. Il avait déjà, avant Bourdieu, d'une certaine manière, abouti à sa propre synthèse que Bourdieu réutilise à sa façon et qu'il cite, et du coup, quand Maréchal tombe sur le livre, il écrit la lettre suivante, je vais la citer parce que c'est vraiment un texte extraordinaire. Voilà ce qu'il écrit à Bourdieu 8 mois après la sortie de Architecture gothique et pensée scolastique. Monsieur, ayant récemment feuilleté chez mon libraire la traduction de Architecture gothique de Panofsky que j'avais déjà aperçu cet été, j'ai eu la surprise de constater que vous aviez reproduit presque intégralement ce que j'avais écrit sur ce sujet, y compris l'illustration. Or, vous ne m'en avez jamais, je ne dis pas demandé l'autorisation, mais même avisé. Je ne vous en blâme pas, je vous félicite même de l'avoir fait. Seulement, il me semble que vous auriez bien dû m'envoyer un exemplaire. Puis-je penser que vous le ferez ? Veuillez agréer l'expression de mes sentiments distingués. Alors, avec quelle parfaite délicatesse ce rappel est formulé. Oui, c'est clairement un rappel à l'ordre d'un collègue, d'un aîné, qui n'était pas n'importe qui à l'époque. Et ce Robert Maréchal avait non seulement trouvé, on pourrait dire déplacé, ou en tout cas c'est une forme d'impair dans la bienséance académique que de ne pas avoir au moins envoyé un livre avec dédicace, etc. C'est toujours des dons et des contre-dons dans l'univers intellectuel, et Bourdieu avait pris sans donner un retour, alors en citant évidemment, puisque Maréchal est largement cité dans sa postface, mais apprenait entre guillemets encore un métier d'éditeur, et puis on pourrait dire aussi de chercheur, puisque il n'était à l'époque directeur d'études à l'école pratique des études que depuis 2 ou 3 ans, et donc c'était une forme de rappel à l'ordre très élégant, et on ne connaît pas la suite, mais sans doute que Bourdieu a dû réparer cet oubli et cette erreur. En même temps, c'est la direction que nous suivons à partir de cette lettre, que nous prenons comme un indice aussi, c'est d'aller chercher le texte de Maréchal, qui a été donc
publié quelques années avant la traduction et la postface de Bourdieu, donc de architecture gothique. Et on retrouve dans ce texte effectivement des usages de l'habitus à propos de Panofsky sur plusieurs pages qui sont effectivement largement utilisés par Bourdieu dans sa postface, mais qui, je dirais, auraient pu être davantage mis en valeur par Bourdieu. Et donc c'est là où c'est ce qu'il lui-même reconnaîtra d'ailleurs beaucoup plus tard dans un de ses cours au Collège de France, en disant que, en comparant ce qu'avait fait Lévi-Strauss avec Moss et lui ce qu'il avait fait avec Panofsky, c'est-à-dire qu'au fond, il attribue à Panofsky l'idée de l'habitus qui en fait n'est pas de Panofsky, pour mieux se donner à lui-même le rôle on va dire de l'exégète ou en tout cas du commentateur autorisé et du coup aussi du créateur de concepts. En réalité, le terme d'habitus revient à plusieurs reprises dans le texte de Maréchal, alors qu'on a l'impression dans les citations qui sont faites de Maréchal dans la postface de Bourdieu que c'est moins central. En revanche, il y a une vraie différence entre l'habitus dont parle Bourdieu et l'habitus dont parle Maréchal. Dans le cas de Maréchal, c'est vraiment le concept indigène médiéval d'habitus qui est utilisé comme une manière, comme une clé d'interprétation de certains enjeux de l'histoire de l'écriture latine dont il est question dans l'ouvrage, dans le texte de Maréchal, alors que chez Bourdieu, on sent qu'il y a d'emblée un projet théorique qui va bien au-delà du cas médiéval et qui vise à transposer les analyses en termes d'homologie structurale à travers le concept d'habitus à un certain nombre de contextes et de cas qui dépassent très largement le Moyen-Âge. Alors, il y a un dernier chapitre, on ne pourra pas tout dire, mais qui est très intéressant parce qu'il évoque la réception du livre, une réception très mitigée chez les historiens de l'art francophones qui ont l'impression qu'on va clairement sur leur plate-bande, très mitigée aussi chez des sociologues qui ensuite feront toute leur carrière contre Bourdieu d'une certaine manière, comme Raymond Boudon qui publie un Que sais-je sur la sociologie en 69 et qui tout de suite dit c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Très mitigée aussi chez un certain nombre de gens qu'on aurait pu penser plus proches de Bourdieu ou alliés de Bourdieu qui vont se saisir de ça pour dire finalement ça cadre pas. Donc l'impression aujourd'hui qu'on a d'un texte classique, canonique et parfaitement installé, c'est une impression aussi un peu trompeuse. Il faut un peu décaper ça pour voir que dans les années entre 67 et 90, on va dire, c'est un peu plus compliqué. Alors on a beaucoup insisté sur la réception critique parce qu'elle n'était pas très connue, notamment du côté des historiens de l'art, des historiens. Du côté de sociologues, c'est un peu plus mitigé dans le sens où il y a quand même une fortune critique de cette postface qui sera utilisée pour former plusieurs générations en fait, de sociologues. Et il faut rappeler que Panofsky occupe une place de choix dans le métier de sociologue. Donc le terme d'habitus, il va être réutilisé dès la reproduction donc, de Bourdieu et Passeron en 70 et dans un certain nombre d'autres ouvrages de Bourdieu. Et donc à travers la reconnaissance non seulement intellectuelle mais aussi internationale en dehors de la France de l'œuvre de Bourdieu, il y a aussi une sorte de postérité critique assez importante de ce travail sur Panofsky. Sauf que Bourdieu va effacer progressivement la référence à Panofsky, ou plutôt va créer, à partir de l'esquisse d'une théorie de la pratique en 72, deux Panofsky, un bon Panofsky qui serait au fond le sien, celui de l'architecture gothique, et puis un mauvais Panofsky, l'iconologue, celui auquel il reproche une forme d'intellectualisme scolastique. Alors, c'est vrai que pour autant, un certain nombre d'autres sociologues opposés à Bourdieu vont justement prendre Panofsky comme le point de départ justement de la critique et du rejet de la sociologie incarnée par Bourdieu. Mais dans le fond, c'est pas tellement du côté de la sociologie, je dirais, que les adversaires de Bourdieu iront le plus ferrailler. C'est davantage du côté de l'histoire de l'art, puisqu'en effet, non seulement ce Panofsky-là n'aura pas beaucoup de postérité, mais du côté de la discussion théorique elle-même, puisque à peu près aucun des historiens de l'art qui va s'intéresser à Panofsky mettra l'accent sur cette notion d'habitus. Cette façon de faire l'archéologie d'un texte, est-ce qu'on pourrait l'appliquer à d'autres travaux, à l'Humathèque Condorcet et les archives de Jacques Le Goff? Il y a plein d'archives comme ça. Récemment, il y a eu un beau volume sur Georges Dubiant, ses archives. Voilà, est-ce que travailler sur la matérialité des pratiques intellectuelles, culturelles, des sciences humaines, c'est une piste qu'on pourrait suivre? Alors on espère que c'est une piste qu'on pourrait suivre et qu'on pourrait partager avec d'autres, parce qu'on a quand même essayé d'écrire un livre, certes sur un objet spécifique, mais un livre très lisible pour les lecteurs et les lectrices. Et notre objectif, c'était de montrer que
au fond, dans le domaine de l'historiographie, de l'histoire des sciences sociales, c'est-à-dire au cœur même de nos disciplines, on n'a pas toujours affaire aux démarches les plus réflexives. Que finalement, on travaille avec des archives, on fait des enquêtes, et puis le moment où on travaille sur nous-mêmes ou sur la tradition intellectuelle à laquelle on appartient, et il arrive qu'on ait une vision beaucoup plus idéaliste, on raconte des histoires, on commande des textes. Et nous, ce qu'on a voulu faire, c'est quelque chose qui consistait à revenir aux archives, aux enquêtes aussi, parce qu'on a rencontré un certain nombre de témoins, aller à droite, à gauche, regarder des documents chez les éditeurs. Or, ça, c'est quelque chose qui est encore aujourd'hui une mine. C'est-à-dire qu'au fond, les archives de l'édition, les archives de la recherche, vous évoquez l'Humathèque Condorcet, Jacques Le Goff, il y a d'autres archives de sociologues qui sont aussi à l'Humathèque Condorcet. En fait, pour bien comprendre les disciplines scientifiques, et il faut considérer ici l'histoire et la sociologie comme des disciplines scientifiques au sens fort, il faut pratiquer les méthodes de l'histoire des sciences et de l'histoire des savoirs, et pratiquer ce type d'enquête. Et donc, ce qu'on a fait sur ce dossier, on pourrait le faire sur beaucoup d'autres dossiers, c'est-à-dire que, au fond, on n'imagine pas le nombre de chercheurs qui ont laissé des archives et qui pourraient encore aujourd'hui être exploités, y compris des grands classiques. Et par exemple, on peut finir en évoquant simplement les archives de Marc Bloch. Les archives de Marc Bloch qui sont très sous-exploitées. C'est-à-dire qu'on s'intéresse aux archives de Marc Bloch pour faire sa biographie, pour voir s'il n'y aurait pas des textes inédits, mais les archives matérielles, comment Marc Bloch préparait ses cours, comment il écrivait ses articles, comment il reliait ses tirés à part. Comment il reliait ses tirés à part, je veux dire, tout ce pan du travail de Marc Bloch, de quelqu'un d'aussi considérable, disons, pour la tradition intellectuelle de Marc Bloch, il est encore aujourd'hui disponible aux archives nationales et il y a très peu de travaux sur cette question. Donc, c'est vraiment pour dire qu'au fond, ce type d'interrogation est extrêmement important et on espère que beaucoup d'autres travaux de ce genre pourront avoir lieu dans les prochaines années. Ça tombe bien parce que mon petit doigt m'a dit qu'il y a peut-être un livre collectif qui s'emparera un peu de ces questions à propos de Marc Bloch dans pas si longtemps. Merci beaucoup à tous les deux, Étienne Anahem, Paul Pascoli. Je rappelle le titre du livre, Bourdieu et Panofsky, essai d'archéologie intellectuelle suivi de leur correspondance inédite aux éditions de Minuit. Merci d'avoir écouté l'émission. Rendez-vous sur le site parolehistoire.fr pour retrouver l'intégralité des épisodes et des séries thématiques. Rendez-vous également une semaine sur deux le vendredi avec Alexandre Jublin sur le fil du collimateur pour le podcast L'histoire de la guerre et des conflits armés, le fil de l'épée. N'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire sur le podcast, notamment sur iTunes ou Spotify. Et à bientôt pour un nouvel épisode.